Congo ne tombera jamais. Les gens étudient très bien les actions que tous ces gens-là ont eu, ces héros-là ont eu à mener et qui expliquent aujourd'hui qu'ils sont des références pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas être un dirigeant et admettre le principe pour vous de mourir avec vos œuvres et de ne pas marquer votre histoire. Le dirigeant ne marque son histoire que s'il pose des actes qui impactent l'ensemble de sa société et qui résistent au temps et à l'espace. C'est ce que nous attendons d'eux et c'est ce que nous constatons dans les actions que mènent le colonel Assimi Goïta, le capitaine Traoré et le général Tchani. Voilà pourquoi nous accompagnons cela. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Nous encourageons, moi j'encourage ces trois pays des Sahel, Alliance des États des Sahel, dont je cite le Burkina, le Niger, le Mali. Bravo! Je vous encourage pour votre bravoure et votre courage absolu de rester unis pour barrer la route à tous les prédateurs occidentaux et à tous les prédateurs de l'Union européenne. Parce que nous savons tout leur projet. Bonjour, je m'appelle Neville Toko. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo. C'est une émission, mais ça parle de la force conjointe de ces trois pays de l'Alliance des Sahel, dont le but est de lutter contre le terrorisme dans leurs trois pays et de barrer la route contre des projets machiavéliques militaires de tous les prédateurs. Suivons la vidéo. Mais j'aimerais lire vos commentaires après la vidéo. J'aimerais lire vos propos. J'aimerais aussi lire vos propositions. Parce que l'Afrique va changer grâce à vous et grâce à moi. Aussi longtemps nous discutons, aussi longtemps nous parlions de l'Afrique, aussi longtemps nous défendons des valeurs africaines ou des valeurs africaines, il y aura un jour, donc il y aura une réponse qui serait donnée. Comme aujourd'hui là, il y a déjà une réponse. L'État du Sahel ont créé une force conjointe pour barrer la route. Suivons la vidéo. On va revenir pour commenter. Alors, parlons du G5 Sahel. Cette structure a été mise en place en 2014, je crois, sous l'initiative de qui? De la France. Aujourd'hui, je pense que la preuve est établie qu'en fait, un pays comme la France ne travaille pas pour la stabilisation de nos pays. L'histoire du Mali avec la MINUSMA et tout ce qu'il y a eu comme conspiration, comme ligue, comme coup bas contre l'État malien et son armée montre clairement que les puissances occidentales n'ont aucun intérêt à stabiliser nos pays ou à contribuer, ne serait-ce qu'à la stabilisation de nos pays. Parce que plus nos États sont stables, bien construits, structurés et se développent, moins ils ont de marge d'influence. Moins ils ont même la possibilité de siphonner nos ressources contre rien du tout. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, la France a un énorme manque à gagner du fait qu'elle a été chassée du Mali, du Burkina et du Niger. Vous voyez? Donc, le G5 Sahel était une initiative qui n'est autre chose qu'une tromperie, qu'une supercherie. Il en a été de même de la MINUSMA, etc. C'est pour ça que nous Mais le G5 Sahel, à son tour, avait eu manque cruel de financement. Mais bien sûr. Mais pourquoi ils avaient ce banque-là? C'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de cohérence. Vous voyez? Vous croyez que les autres puissances ne voient pas le jeu de la France? C'est un jeu d'intérêt. Il y a eu des financements qui sont arrivés, mais pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre pour pouvoir mener à bien ce combat-là. Mais c'est parce que l'objectif n'est pas de mener à bien le combat qu'il n'y a pas les financements qu'il faut, à la hauteur qu'il faut. Vous voyez? Aujourd'hui, avec la mise en place de cette nouvelle force, elle est tributaire d'un état d'esprit, des hommes qui sont engagés pour une cause commune, qui ont une culture de résultat et qui tiennent à avoir ce résultat-là.
à partir de ce moment-là, même si on demande à chaque citoyen nigérien, malien, burkinabé de contribuer avec 100 francs CFA, vous allez constater que quand on met ensemble 70 millions de personnes qui cotisent 100 francs ou 200, il y a suffisamment de ressources pour d'abord financer le fonctionnement de cette structure. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, le niveau d'équipement en fait de ces trois pays-là est suffisamment considérable et permet à cette force-là de pouvoir faire face aux défis du terrorisme. Donc l'enjeu pour cette force, c'est la structuration, c'est l'aspect opérationnel, l'organisation, la capacité à structurer le combat de sorte qu'on puisse avoir des résultats. Parce que vous voyez, nos États tiennent tellement à leurs frontières que lorsqu'il y a un bandit qui commet un délit au Bénin, il traverse la frontière, c'est fini. Il est protégé. Maintenant que trois États se mettent ensemble pour faire en sorte à créer un espace commun où les informations passent et où on peut traquer tous ces voyous-là de gauche à droite, ça veut dire que on peut espérer un résultat probant parce que justement les terroristes n'auront plus d'espace de cachette nécessaire ou de refuge avec la complicité justement de ces dirigeants. Pendant longtemps, le terrorisme n'a pas été vraiment boudé ou amorti en tant que tel dans le Sahel parce qu'en fait, après le coup d'état de Mali, du Mali, et il y avait un problème avec le Burkina Faso et le Niger. Et ensuite, celui du Burkina Faso a permis justement de réduire la marge de manœuvre des terroristes. Il fallait précisément un dernier chaînon, celui de Bazoum. Et c'est en cela que l'arrivée de Tiani est salutaire pour l'ensemble de ces trois pays-là. Parce que à partir de ce moment-là, ils sont en train de traquer et de mettre dans une forme d'étau tous ces terroristes-là. Et vous comprendrez qu'en mettant en place cette force-là, dans les jours à venir, le terrorisme appartiendra à l'histoire de ça. Nous comprenons, Lucas Baki, de par vos explications, que l'échange de renseignements est un atout pour mener cette lutte. Mais quelle est la situation sur le terrain depuis l'arrivée justement des trois militaires au pouvoir dans les pays? Ce n'est pas moi qui vais vous dire la situation actuelle du terrorisme dans le Sahel. Vous savez qu'il y a de cela 2-3 ans, les attaques, les terroristes avaient des sanctuaires entiers au Mali, au Burkina Faso comme au Niger. Et les attaques étaient récurrentes avec des centaines de morts. Vous le savez. Aujourd'hui, le Mali a fait un travail systématique de nettoyage des sanctuaires des terroristes. Il ne reste plus qu'aujourd'hui que des gens désemparés, désorientés, déroutés, qui mènent des actions de survie. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle des attaques terroristes, c'est l'attitude des gens désespérés. Ils ne peuvent plus se regrouper en un endroit parce qu'il y a des vecteurs aériens, c'est parce qu'il y a des drones, il y a des moyens de contrôle des territoires qui permettent aujourd'hui de réduire substantiellement l'action pernicieuse des terroristes. Et avec le projet de mise en place de cette force conjointe et mutuelle, il est clair que ce travail va donner un résultat plus concret et désormais, ces pays-là auront maintenant pour priorité le développement de leur pays, l'épanouissement de leur population, la restructuration de leur économie et l'affirmation effective de leur identité en tant que pays souverain. Justement, quels sont les défis qui restent à relever pour rassurer et sécuriser les populations qui font souvent face, qui sont l'objet des attaques terroristes? C'est un long parcours. Nous avons parlé de la priorité qui est liée à la sécurité et à la défense. Vous avez aussi vu que les trois pays se sont mis ensemble pour sortir d'abord de la CEDEAO et commencer à réfléchir à la possibilité pour eux de créer une banque d'investissement, la possibilité pour eux justement de disposer de leur monnaie. C'est fondamental parce que ce sera la prochaine étape après la création de cette force. Nécessairement, il va falloir que les trois pays réfléchissent à la possibilité pour eux de créer une monnaie souveraine à partir de laquelle ils pourront financer leur économie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour créer une monnaie, il faut que vous soyez capable de création de richesses qui puissent donner une certaine force à votre monnaie. Le Mali, le Burkina Faso comme le Niger disposent de l'or, disposent du diamant, de l'uranium, de beaucoup de ressources qui peuvent
servir de garantie. Ce sont là les potentialités économiques des pays. Ça, c'est la première, c'est une potentialité qui n'est pas négligeable. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est beaucoup plus le travail sur l'état d'esprit des citoyens. Quand vous travaillez sur la fibre patriotique des citoyens et vous les mobilisez sur des idéaux porteurs, chaque citoyen définit immédiatement sa part de contribution dans la création de la richesse nationale. Il développe une certaine fierté d'appartenir à un creuset commun, à une nation, et il devient un inconditionnel dans le processus de défense même de l'image et de l'identité de leur pays. C'est comme ça que nous contribuons chacun en ce qui le concerne et selon ses capacités et son potentiel au vivre ensemble et à l'évolution de nos sociétés. Voyez? Donc, ça veut dire que l'un des défis majeurs aussi pour ces dirigeants, c'est le discours qui doit servir à la population. C'est le type de langage qui permet de faire la voix dans l'esprit de la population et de leur faire comprendre que de par leur contribution et de leur action qu'ils mènent, même anodine soit-elle, c'est ça qui permet de créer la richesse et de faire évoluer la nation. Je pense que c'est pour ça que je parlais du vocabulaire. Ces histoires, vous avez parlé des djihadistes, etc. Non, ce terme-là n'existe plus aujourd'hui parce que le djihadisme, c'est ce que les autorités, les puissances occidentales nous avaient fait comprendre pour expliquer le terrorisme, en fait. Aujourd'hui, même, on peut dépasser le terme de terrorisme pour parler des, comment je vais dire, des traîtres armés. Parce que ce n'est plus du simple terrorisme, c'est des traîtres qui sont armés et qui jouent contre leurs propres frères, leur propre nation, leur propre communauté. Et donc, quand on commence à travailler sur ces mots-là, sur des concepts, etc., on défait les nœuds qui ont été faits au départ et qui ont été construits et qui expliquent que parfois nous sommes dans une forme de suivisme. Vous voyez? Donc, le langage doit être important. Le vocabulaire que nous utilisons doit être important. Et c'est ça qui calibre désormais l'état d'esprit des citoyens qui comprennent alors que quel que soit leur titre, leur rang, leur place dans la société, ils ont une part de contribution dans l'élaboration de la stratégie ou dans la réalisation en tout cas des objectifs que leurs dirigeants fixent pour leur nation aujourd'hui. La charte du Liptako Gourma, qui comporte 17 articles, a pour objectif principal d'établir une architecture de défense collective et d'assistance. La région Liptako en proie à l'insécurité correspond par ailleurs à une zone des 3 frontières qui échappe toujours au contrôle des États centraux. Mais comment techniquement cette organisation va pouvoir se passer sur le territoire? On n'a toujours pas le nombre, l'effectif de contingents à mobiliser, mais est-ce que ce sera exclusivement des contingents de ces 3 pays ou d'autres appuis, même de la sous-région? Pour le moment, ce sont les 3 pays qui ont pris conscience de leur mal. Normalement, il aurait fallu, pour la fameuse CEDEAO, dont la mise en place objectait ou même de l'Union africaine, que chacun puisse porter les problèmes de l'autre. Vous comprenez que si la CEDEAO avait un sens de responsabilité assez élevé, était restée conforme à l'esprit et à la lettre qui ont expliqué sa mise en place, les 3 pays-là n'auraient même pas été obligés de mettre en place une alliance. C'est parce qu'ils se sont sentis délaissés, abandonnés. Non seulement abandonnés, mais ils ont vu que leurs pauvres frères étaient devenus leurs pires ennemis. Aujourd'hui, la CEDEAO semble ouvrir la voie à leur possible retour au sein de l'organisation. C'est une blague. Pourquoi? Parce que tant que la CEDEAO ne s'appartient pas, elle ne sera jamais en mesure d'être humaine, d'être intègre et de poser des actes qui soient porteurs. Elle ne s'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée dans son essence par la France. Il faut dire les choses comme elles sont. À partir de ce moment-là, et à partir du moment aussi où vous avez des dirigeants qui acceptent le principe d'être des vassaux de la France et de ne travailler que pour l'intérêt des puissances occidentales, vous ne pouvez pas compter sur la CEDEAO. Et donc, vous comprenez alors que sur le plan pratique, puisque c'était ça la question, les 3 pays ne peuvent que compter sur eux-mêmes d'abord. Mais ils ont des armées suffisamment structurées, suffisamment expérimentées, suffisamment bien formées
N'oublions pas qu'on parle des peuples guerriers. Il y a une histoire autour de ces peuples-là, l'Empire Mandingue. On connaît l'histoire de l'Empire Mandingue, qui regroupe une bonne partie du Mali et même du Niger jusqu'à un niveau de jour. Il y a une civilisation autour. Et donc, la gouvernance actuelle de ces trois États nous ramène justement à ces fondamentaux-là, qui ont fait que l'Empire Mandingue et d'autres empires qui s'étaient agrafés autour ont pu construire une histoire qui nous inspire aujourd'hui. Donc vous comprenez que les pas que ces pays-là sont en train de poser, ce sont des pas historiques et décisifs qui vont provoquer un nouveau déclic pour l'histoire de l'Afrique. Parce que depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de dirigeants aussi audacieux et courageux. Ceux qui l'ont essayé ont été tués littéralement avec la complicité de leurs frères. Vous voyez? Et donc on va vous parler d'un certain nombre de chefs d'État, des Lumumba, des Olympio, etc., qui ont été massacrés littéralement à l'époque parce qu'ils avaient l'audace de réfléchir et de penser à une once de souveraineté. Aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé parce que la géopolitique elle-même s'est fragmentée et il y a une catégorisation qui n'est plus la même qu'hier. Et donc aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger peuvent largement compter sur d'autres puissances, notamment la Russie, la Chine, etc. Mais d'abord sur eux-mêmes, de sorte que les actions qu'ils mènent puissent neutraliser tout le venin qui avait été déversé par les puissances occidentales, notamment les puissances de l'OTAN. Vous voyez? Donc c'est pour dire que oui, ils vont travailler d'abord entre eux, faire en sorte qu'ils aient un résultat, qu'ils aient les moyens de leur politique. Et en définissant justement la vision, la stratégie, sur le plan opérationnel, ils évaluent mieux le besoin et en fonction de ça, ils peuvent se retourner vers leurs partenaires pour demander justement un soutien, une collaboration, un échange, service, etc., etc., en vue justement d'atteindre le résultat, en tout cas le but pour lequel cette force sera mise en place. Oui. Une dernière question, Lucas Baki. On s'en souvient, l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été pendant plusieurs années une zone minée par la présence de groupes armés, dont Boko Haram. À son tour, l'AES, avec cette mutualisation, cette force conjointe en voie d'être créée, est-ce que l'AES aura besoin de temps, de beaucoup de temps pour arriver à produire du résultat? Tout dépend du niveau de rigueur, d'efficacité dans l'action, vous voyez, et en même temps du niveau de complicité de la population. Parce que, comme je l'ai dit, aucune action au sommet de l'État, aucun dirigeant ne peut réussir un pari s'il n'a pas l'adhésion de son peuple, s'il n'a pas l'accompagnement effectif de son peuple. Les groupes djihadistes, ils se cachent où? Les terroristes, ils se cachent où? Ils se cachent dans des zones qui peuvent être accessibles à certains citoyens. Donc, il faut que la population elle-même soit sensibilisée pour que, lorsqu'elle voit un mouvement suspect, lorsqu'elle voit quelque chose qui ne marche pas, qu'elle soit en mesure, quel est le couloir nécessaire pour porter l'information. Vous voyez? Donc, on ne peut pas aujourd'hui présumer de ce que ces États auront encore besoin du temps pour pouvoir neutraliser les terroristes ou ces traîtres armés dans cette sous-région. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de sape de base qui a été fait. J'ai parlé tout à l'heure des résultats auxquels les trois pays sont en train de parvenir. On parle de moins en moins des attaques. Ce sont des actions sporadiques des gens désespérés aujourd'hui. Donc ça veut dire que plus on se montre organisé et rigoureux, plus on atteint des résultats. Notre prière, bien entendu, reste que dans les mois à venir, la question du terrorisme appartient à l'histoire. Parce que des défis majeurs attendent ces peuples-là. Et pourquoi nous aspirons à cela? C'est parce que nous savons qu'une fois que eux, ils atteignent de bons résultats, nécessairement et de fait, ils vont inspirer d'autres chefs d'État qui n'ont pas compris comment ils devaient se prendre pour pouvoir développer leur pays, pour épargner leur peuple, pour faire en sorte à assumer véritablement la souveraineté de leurs États. Et donc, à partir de ces actions-là, nous avons la fierté parce qu'il y a de l'espoir que cela crée. Et nous pensons que plus ils vont se montrer cohérents, rigoureux, pragmatiques, mieux ils vont atteindre des résultats, mais qui vont nous enchanter et qui vont justifier la position que nous avons prise en termes de vision et d'accompagnement justement de ces actions-là. Lucas Baki, parvenir à une stabilité intégrale sur le plan sécuritaire en Afrique, c'est donc possible? C'est un défi et c'est possible. C'est possible à
condition que les gens prennent conscience de leurs responsabilités dans le devenir des peuples d'aujourd'hui et de demain, et de leurs responsabilités dans la construction de l'héritage pour les générations à venir. Pour l'instant, il y a beaucoup de nos dirigeants qui vivent comme si demain n'existait pas, comme s'ils n'avaient pas une haute conscience de l'impact qu'ils laissent sur la psychologie, l'état d'esprit, le mental des citoyens. Et donc, ils font en sorte d'agir simplement des biens de l'État et à pérorer à longueur de journée sans pour autant travailler sur des paradigmes qui permettent de poser des actes déterminants pouvant permettre de les mettre, en fait, de les faire rentrer dans l'histoire. Et donc, l'histoire de l'Afrique a connu des héros. Il va falloir que les gens étudient très bien les actions que tous ces gens-là ont eu, ces héros-là ont eu à mener et qui expliquent aujourd'hui qu'ils sont des références pour l'Afrique. Vous ne pouvez pas être un dirigeant et admettre le principe pour vous de mourir avec vos œuvres et de ne pas marquer votre histoire. Le dirigeant ne marque son histoire que s'il pose des actes qui impactent l'ensemble de sa société et qui résistent au temps et à l'espace. C'est ce que nous attendons d'eux et c'est ce que nous constatons dans les actions que mènent le colonel Assimi Goïta, le capitaine Traoré et le général Tchani. Voilà pourquoi nous accompagnons cela. Vous avez compris. Chacun de nous doit proposer son nom. Moi, j'aimerais que ça puisse être, par exemple, la force qui écrase. Moi, j'aimerais que ça puisse être la force conjointe. Moi, j'aimerais, oui, c'est ça ce que nous voulons. Mais la chose la plus importante, nous proposerons de voir cette force conjointe sur terrain, barrer la route, défendre des raisons, défendre des valeurs, parce qu'il y aura toujours des espions qui seront envoyés par X, Y pour détruire le projet ou bien l'idée. Mais je demanderai à tous les militaires, à tous les peuples africains, de rester unis, solides, de faire une fois encore rêver l'Afrique et défendre le réseau des valeurs africaines pour qu'un jour nos enfants ou nos arrière-enfants puissent savoir que l'Afrique a trouvé gain de cause. C'était votre frère Neville Toko et je sais que vous étiez vraiment nombreux à suivre notre mission pour aujourd'hui. Je vous invite une fois encore à regarder nos vidéos, nos prochaines vidéos ou nos vidéos précédentes, parce que ensemble avec vous, on est en train de faire des choses importantes. Merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous avez fait. Essayez toujours de partager, d'aimer, de liker et de commenter si gérer la vidéo, voire partager la vidéo pour que la vidéo puisse avoir vraiment l'importance. C'était votre frère Neville Toko. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci aussi à secrétaire Chirac Massamba, merci à John Makessi, Israël Baye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.